Nous sommes dans les années 50. John Wayne est une immense star aux États-Unis et il tourne dans les plus grands westerns de l'époque. En même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un dictateur sévère, autoritaire et répressif sévit. Staline est au pouvoir. Et lui ne voit pas du tout d'un bon œil ce petit acteur américain à l'opposé des valeurs qu'il défend. Bonjour à tous, c'est Théo, bienvenue sur ma chaîne Moonlight. Ici on parle de cinéma et d'audiovisuel. J'ai un petit look de pasteur américain, là on est vraiment dans le thème. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle du jour où John the Duke Wayne a failli se faire assassiner par ni plus ni moins que Staline. Bien sûr c'est pas une chaîne d'histoire, donc s'il y a quelques imprécisions, m'en voulez pas, et si vous voulez rajouter des choses, vous êtes les bienvenus dans les commentaires, évidemment. C'est parti. Dans les années 1920, l'industrie du cinéma est en plein essor, avec l'arrivée des premiers studios comme la Paramount ou encore la Warner. Et c'est dans ce contexte que John Wayne fera ses premiers pas dans le monde du cinéma. Dans sa jeunesse, il vit dans une famille très pauvre, mais qui part s'installer à Los Angeles. Ils changeront plusieurs fois de maison, à chaque fois pour quelque chose d'encore plus petit. Le futur acteur est plutôt bon élève et est inscrit dans plein de clubs de sport. Il est d'ailleurs plutôt bon footballeur et ça lui permet d'obtenir une bourse de scolarité pour aller à l'école. Mais malheureusement, on connaît les croisés. Non, plus précisément, il s'est fait une déchirure à l'épaule et c'est un événement qui l'a complètement traumatisé puisqu'il est aussitôt évincé de son équipe de sport et qu'il ne jouera plus jamais au foot. Âgé de 21 ans, il apparaît pour la première fois dans un film muet, en tant que figurant. À l'époque, il ne s'appelle pas encore John Wayne, mais Marion Morrison, et c'est avec ce premier travail qu'il va découvrir petit à petit les ficelles du métier et du monde d'Hollywood. Puis, il se fera tranquillement remarquer par les réalisateurs de Los Angeles. En 1926, Marion décroche son premier rôle majeur dans un film muet, La Piste des Géants, réalisé par Raoul Walsh. Et c'est lui qui a demandé à ce que Marion change de nom parce qu'il le trouvait trop commun et pas assez facile à retenir pour un acteur de la trempe de John Wayne. Alors Marion s'exécute et maintenant ce sera John fucking Wayne, apparemment en hommage à Anthony Wayne, un héros de la guerre d'indépendance des États-Unis. Bon, et sinon il y a d'autres personnes qui disent que c'est juste parce que c'était facile à retenir. Mais bon, vous savez comment c'est les États-Unis. Ce film a littéralement propulsé John Wayne, le mettant instantanément top tier dans le cœur des Américains. Et il a pu signer un super beau contrat avec la société de production Republic Pictures. Dans les années 30, le réalisateur John Ford lui propose un rôle dans une production modeste avec un petit budget, La Chevauchée Fantastique. Aujourd'hui, ce film est considéré comme un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma américain et des westerns. Et il a reçu, écoutez-moi bien, 7 nominations aux Oscars. Et à une époque où le genre du western commençait à s'essouffler, John Ford a tout balayé en remettant complètement le genre à la mode. Et ce film signera le début d'une longue collaboration entre John et John. Au cours de sa carrière, John Wayne est devenu une des figures les plus emblématiques du cinéma américain. Il a joué dans plus de 170 films et a remporté de nombreux prix pour ses performances, y compris un Oscar en 1970 pour True Grit. Le style de jeu de John Wayne, sa voix rauque, son charisme indéniable, ont fait de lui une figure mythique du cinéma américain et un symbole de virilité. Il est surtout connu pour ses rôles dans les westerns comme Rio Bravo, La Prisonnière du désert, L'homme qui tua Liberty Valance, qui sont devenus des classiques du genre, mais il n'a pas été cantonné au rôle de cow-boy, puisqu'il a également joué dans des films de guerre, comme par exemple Le jour le plus long, ou Les bérets verts, mais aussi dans des comédies, comme par exemple Le plus grand cirque du monde, L'homme tranquille, et avec 170 films au compteur, il s'est même essayé au genre dramatique. Et bien au-delà de sa carrière dans le cinéma, c'était avant tout une icône en Amérique. Il a eu un impact très important sur la culture américaine, puisqu'il en est devenu un des principaux symboles. En effet, il incarnait des valeurs de courage, de bravoure, de loyauté et d'honneur, vraiment un bon patriote américain. Politiquement, John Wayne était un conservateur avéré. Il a exprimé publiquement son soutien à plusieurs candidats républicains tout au long de sa carrière, et il a été très impliqué dans des campagnes pour soutenir les troupes mobilisées pendant la guerre du Vietnam. Les troupes américaines, évidemment, au cas où il y ait une petite confusion. Sa vision du monde était imprégnée par son amour pour les États-Unis et les valeurs qu'il estimait représenter. C'était un patriote convaincu qui avait une vision traditionnaliste de la société et qui n'a pas hésité à se mettre en opposition face au mouvement de libération dans les années 1960. Mais ses opinions politiques ont été quand même pas mal controversées, notamment en ce qui concerne ses positions sur les droits des Amérindiens et des personnes noires. Certaines de ses déclarations ont été tout simplement jugées de racistes ou discriminatoires, notamment parce qu'il a quand même dit « Je crois en la suprématie blanche », jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués à un niveau de responsabilité. Jusqu'à ce qu'ils soient bien éduqués, ils ne pourront jamais être responsables. Et pourtant, ça l'a pas empêché de jouer avec plusieurs personnes d'origine étrangère, et même de les défendre par la suite. Sa vision a pas mal évolué au fil de sa vie, on va dire qu'il s'est repenti, mais c'est quand même bon de garder ça en tête. Et malgré ça, John Wayne reste une figure emblématique des États-Unis. Voilà, c'est simple, John Wayne, c'est plus qu'un acteur de cinéma, c'est une icône culturelle.
et son héritage continue de fasciner et d'inspirer les gens à travers le monde. Bon, c'est là qu'on attaque la partie un peu plus délicate. C'est pas une chaîne d'histoire, donc si vous voulez en savoir plus sur l'URSS à cette époque, n'hésitez pas à aller voir les chaînes de Nota Bene ou de Arte par exemple sur YouTube, qui ont fait d'excellentes vidéos sur le sujet. Mais brièvement, Staline était un homme politique soviétique qui a dirigé l'URSS de 1922 jusqu'à sa mort en 1953. Sous Staline, la politique culturelle était utilisée comme un moyen de renforcer l'idéologie du parti communiste et promouvoir l'image de l'Union soviétique en tant que puissance culturelle. Bah tout simplement, il faisait de la propagande quoi. Et la propagande justement, c'était un élément clé dans le cinéma soviétique. Les films étaient utilisés en grande partie pour promouvoir les exploits de l'URSS et renforcer l'adhésion à l'idéologie communiste. Du coup, les réalisateurs étaient souvent appelés pour réaliser des films de propagande pour des événements particuliers comme par exemple la commémoration de la révolution d'octobre. Le cinéma était considéré comme un moyen important pour dépeindre les ennemis politiques du régime, en particulier ses ennemis de toujours, les Américains. Bon après ça n'a pas empêché le cinéma soviétique sous Staline de connaître des grands succès créatifs et artistiques, puisqu'il y a des réals comme Sergei Eisenstein, Andrei Tarkovsky, qui ont produit des films super influents et magnifiques, et qui ont eu un impact sur le cinéma mondial. Et aujourd'hui, des réalisateurs comme Tarkovsky ou Eisenstein sont des références énormes dans le monde du cinéma et on les étudie encore aujourd'hui à l'école. Cependant, le contrôle de l'État sur le cinéma a conduit à la censure et l'autocensure de la part des studios et des réalisateurs. Les cinéastes étaient souvent contraints de produire des films qui devaient respecter les normes idéologiques du parti. Et forcément, ça limitait énormément leur liberté artistique, puisqu'à chaque fois qu'ils écrivaient un film, avant d'espérer pouvoir le tourner, ils devaient absolument donner le scénario pour le soumettre à approbation auprès du gouvernement. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la censure, je vais sortir une vidéo dans 2 semaines sur le code ICE, code qui a entièrement régi les scénarios d'Hollywood à partir des années 1930. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Malgré cette censure, certains réalisateurs soviétiques ont réussi à transmettre plein de messages critiques à travers leur travail. Comme par exemple Sergei Eisenstein. J'arrive pas à le dire, son nom va s'écrire en gros. Merci. Voilà, lui, il a utilisé des allégories et des symboles pour critiquer subtilement le régime soviétique dans son film Ivan le Terrible. Et comme je vous le disais, pour certains films, ça ne les a pas empêchés de dépasser cette condition de simple propagande et devenir des œuvres d'art à part entière, puisque les films d'Eisenstein ainsi que ceux d'autres grands réalisateurs soviétiques, comme Tarkovsky et Pudovkin, ont été reconnus comme des chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Et malgré la censure et la propagande, même bien après l'ère soviétique, ces films ont continué d'influencer le cinéma mondial. Par exemple, Francis Ford Coppola a déclaré que la grève d'Eisenstein avait inspiré la séquence de la bataille finale dans son film Apocalypse Now. Bon, et puis les films soviétiques étaient souvent accompagnés de musique triomphante, les affiches de films étaient omniprésentes dans les rues et dans les salles de ciné, ce qui renforçait bien sûr cette idée de propagande cinématographique. Et au même moment, c'est l'âge d'or du cinéma à Hollywood. Les acteurs et actrices sont adulés comme des demi-dieux et tout le monde s'arrache les posters du cow-boy John Wayne. À Hollywood, de nombreux réalisateurs, acteurs et techniciens sont tout simplement licenciés parce qu'on les soupçonne de sympathie avec le régime communiste. Cette purge dans le cinéma est menée par la Motion Picture Alliance pour la préservation des idéaux américains, une association présidée par John Wayne en personne. Et John Wayne, c'est un vrai patriote. Donc pendant la guerre froide, il n'hésite pas à monter au créneau dans ses films pour défendre les valeurs américaines. C'est vraiment l'époque où le communisme était le mal absolu aux yeux des Américains. Et du coup, John Wayne, le héros du cinéma hollywoodien, a profité de cette hype anticommuniste pour jouer dans des films qui, justement, critiquaient ça. Et le souci, c'est que Staline, ça ne le faisait pas du tout marrer. Et John Wayne a rien à faire. Ouais, Staline, je l'emmerde. De toute façon, il est à des milliers de kilomètres de moi, il va faire quoi? Me tuer? Oui. Du coup, Staline a posté des agents un peu partout autour de John Wayne pour qu'il surveille le moindre de ses pas. Et il a même écrit une lettre à John Wayne pour lui dire que ses films étaient offensants pour les soviétiques et qu'il fallait arrêter ça tout de suite. Mais là, c'est mal connaître John Wayne qu'il n'a pas hésité à lui répondre qu'il n'en avait rien à faire, qu'il avait le droit de critiquer le régime communiste et qu'il ne se laisserait sûrement pas dicter des règles par un Européen. Les deux hommes se sont écrits plusieurs fois, mais l'attention n'est jamais retombée. Et puis un jour, Staline a sorti l'artillerie lourde. Et il a tout simplement ordonné l'assassinat de John Wayne. Pour planifier cette mission, le KGB, le service secret soviétique, a utilisé une approche très méthodique. Ils ont étudié minutieusement la vie de John Wayne, analysé sa routine quotidienne, ses habitudes, ses déplacements, et ils ont même dressé une liste de toutes les personnes qui avaient accès à lui. Et si vous pensez que c'est facile, essayez de pister un mec qui passe son temps à chevaucher à travers l'Ouest américain et qui est toujours suivi par des dizaines de personnes. Mais bon, c'est quand même le KGB. Et une fois le plan mis en place, le KGB a commencé à surveiller John Wayne et à placer des agents dans son entourage pour l'observer de près.
Ces agents devaient agir comme des caméléons et se fondre dans le décor, comme si c'était des figurants dans un western. Début 1951, 2 agents du KGB, des Ukrainiens immigrés à Los Angeles, se font passer pour des policiers et trompent la sécurité des studios Warner. Ils exigent d'être conduits de toute urgence auprès de John Wayne pour le protéger d'une menace imminente. Bon, là on arrive à un passage de l'histoire qui est pas tout à fait clair, il existe 2 versions, je vous raconte la première et on en discute. Selon certaines sources, le FBI a découvert qu'il y avait des agents du KGB à Hollywood chargés de tuer Wayne. Le FBI aurait informé la star de cinéma du complot, mais au lieu de permettre à l'agence de le protéger, Wayne leur aurait dit « Laissez-les venir, je peux m'en occuper moi-même de ces soviétiques ». Vraiment des grandes phrases à la Chuck Norris. Mais bon, là John, on est dans la vraie vie, pas dans un western. Face à 2 agents du KGB envoyés par Staline, donc prêts à mourir, t'as beau être John Wick, je pense pas que tu fasses le malin. C'est lunaire, cette partie elle est vraiment lunaire. Avec son ami Jimmy Grant, ils ont conçu un scénario pour enlever les 2 mecs et les conduire sur une plage isolée pour organiser une fausse exécution pour les effrayer. Ils les ont donc capturés et emmenés sur cette plage isolée. John Wayne et un ami à lui ont tenu chacun un revolver sur la tête des agents du KGB. John a compté jusqu'à 3, puis a tiré. Il a fallu quelques secondes aux agents du KGB avant de réaliser qu'ils n'étaient pas morts parce que John Wayne avait tout simplement tiré à côté pour les effrayer. Wayne s'est alors retourné vers les hommes du FBI et leur a dit « Renvoyez-les en Russie ». Bon, d'accord, c'est pas possible. Bon, et sinon, l'autre version, qui est certainement la plus probable, c'est que John Wayne a demandé à des agents du FBI de se cacher dans son bureau, et quand les agents du KGB sont arrivés, les mecs du FBI sont sortis et les ont braqués, et fin de l'histoire. John veut alors leur donner une bonne leçon et organiser une fausse exécution pour leur faire peur, et les fédéraux, quant à eux, préfèrent les retourner pour en faire des agents. Fin de l'histoire? Non. Staline veut vraiment se débarrasser de John Wayne. En 1953, un nouvel attentat contre John Wayne est organisé. Cette fois-ci, il doit avoir lieu au Mexique, pendant le tournage du film Hondo, l'homme du désert. Tout est prêt, les assassins sont sur place, quand tout à coup... Staline décède, le 5 mars de cette année-là. Et son successeur, Khrouchtchev, met fin à tout ça pour la simple raison qu'il est fan de John Wayne. Et une décennie plus tard, c'est au tour de la Chine de Mao de s'en prendre à l'acteur. En juin 66, en pleine guerre du Vietnam, alors que John Wayne soutient l'intervention militaire américaine, l'acteur rend visite au GI et il est pris pour cible par un sniper. Mais comme dans un film d'action américain, le Duke s'en tire sans une égratignure. Même si le dictateur Staline était mort, les communistes américains étaient vraiment déterminés à tuer John Wayne. Et ils ont fait une autre tentative en 1955. Cette fois, un groupe de communistes a tenté une attaque dans la maison de John Wayne. Et encore une fois, cet incident est digne d'un scénario de film hollywoodien. Une fois de plus, John Wayne était au courant à l'avance qu'un attentat contre lui allait avoir lieu. Et comme ses personnages à l'écran, il a refusé de reculer. Quand les communistes armés se sont pointés à Burbank, John Wayne et son groupe de fidèles cascadeurs les ont attrapés et les ont dégommés. Mais sans rire, c'est pas un truc de fou. D'ailleurs, ça paraît un peu trop bizarre. Beaucoup de choses que j'ai dites ici sont adaptées du récit de Moon, un biographe qui aurait eu ces informations par nul autre que Orson Welles en personne, et des sources très proches de l'acteur. Bon, on va pas se mentir, ça paraît très gros, et c'est pas improbable non plus. Alors est-ce que les proches de John Wayne ont fait en sorte d'ancrer un peu plus la légende, ou est-ce que ça s'est vraiment passé et John Wayne c'est vraiment le boss ultime? Alors entre fantasme et réalité, dites-moi quel est votre avis sur cette histoire. En tout cas, c'est important de bien retenir les leçons du passé, et faire en sorte que la liberté d'expression soit toujours préservée, et surtout pour éviter que quelqu'un essaye de tuer votre acteur préféré.